Mesdames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette première édition du journal sur Equinox Télévision. Tout de suite, parlons de l'opération Épervier. Marafa Hamidou Yahya et Inoni Ephraim en possession du règlement intérieur de la prison centrale de Yaoundé et Kodongi. Le document leur a été remis en début d'après-midi d'hier par le régisseur de cette prison. Et pendant ce temps, leur arrestation continue d'alimenter les conversations, notamment du côté de la capitale politique, Yaoundé. Reportage, Marcelin Gassop. Dès les premières heures de la matinée, ils étaient nombreux à s'agglutiner devant les kiosques à journaux, avides de savoir. La plupart étaient déjà au courant de l'arrestation de Marafa Hamidou Yahya et Inoni Ephraim. Mais chacun voulait en avoir le cœur net. Je dois avouer que je ne suis pas habitué des kiosques comme ça, mais puisque je suis à proximité, j'ai fait un tour parce que justement à partir des nouvelles d'hier, je voulais voir comment cela a été traité dans la plupart des journaux. Ça ne peut pas être un non-événement dans un pays où un ancien Premier ministre, un haut commis de l'État ont été arrêtés, ça ne peut pas être un non-événement. Bon, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à ça, je constate depuis, on verra. Le sujet était sur toutes les lèvres dans la capitale, les uns et les autres s'interrogeant sur le pourquoi et le comment. Pendant ce temps, les prévenus en sont à leur deuxième jour de détention à la prison centrale de Yaoundé. Le maître des lieux, le régisseur Daniel Ndjeng, rassure qu'ils ont été bien accueillis et logés dans l'un des 14 quartiers que compte le pénitencier. Certainement le quartier VIP. À notre passage, aucun des nouveaux locataires n'avait encore reçu de visite. Mais le régisseur indique que ce sera le cas dès que les potentiels visiteurs présenteront le permis de communiquer. Daniel Ndjeng ne nous dira pas plus, devoir de réserve oblige. Mais le reporter a le temps de constater que de 3600 détenus, on est passé hier à 3603. Ce qui conforte la thèse selon laquelle une troisième personne a été arrêtée et incarcérée. Après vérification, il s'agit de maître Michel Mekiagé, embarqué manu militaire hier dans cette pick-up, peu avant Inoni Ephraim. Maître Mekiagé est l'un des avocats de Isaac Djemoum dans une autre affaire qui implique Titus Edzoa et Michel Thierry Atangana. Difficile pour l'instant de savoir son niveau d'implication dans l'affaire Albatros. Toujours est-il qu'il a reçu, tout comme Inoni Ephraim et Marafa Hamidou Yahya, une copie du règlement intérieur du pénitencier. Inoni Ephraim et Marafa Hamidou Yahya viennent de recevoir le règlement intérieur de la prison centrale de Yaoundé, où ils s'apprêtent à y passer leur deuxième nuit. Pendant ce temps, leur arrestation continue de susciter les débats dans les chaumières. Ici Hervé Sioué, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Dans l'imagerie populaire, l'affaire Albatros renvoie à toutes les transactions entourant l'achat de cet avion qui avait failli coûter la vie au président Paul Biya et sa famille. Selon des acteurs proches du dossier d'acquisition de l'aéronef pour les déplacements du président, le feuilleton s'est déroulé en 2 épisodes. Le premier débute en 2000 lorsque Marafa Hamidou Yahya, secrétaire général de la présidence. Sous ajustement structurel, le Cameroun dribble le FMI et la Banque mondiale pour offrir un avion à son président. Et c'est dans ces passements de jambes que Marafa Hamidou Yahya utilise la défunte compagnie nationale aérienne comme avant pour acheter l'appareil, faisant ainsi monter sur scène Yves-Michel Foto, directeur général de la CAMER à l'époque des faits. Tout un labyrinthe de transactions financières est mis en place à l'aide des sociétés écrans, GIA et consorts via des banques françaises. Un enchevêtrement de circuits qui en prend 31 millions de dollars avec à l'arrivée chez le constructeur Boeing 4 millions. L'argent du contribuable camerounais parti dans des poches des particuliers. Jusqu'au moment où Marafa quitte le secrétariat général, Paul Biya ne voit ni son avion, encore moins la vingtaine de milliards de francs CFA débloqués par la SNH. Ainsi se termine l'acte 1, laissant non satisfait le besoin d'avion présidentiel de Paul Biya. Doté d'un courage de lion, Paul Biya confie l'achat d'un nouvel avion à Jean-Marie Atang-Nambebara, fraîchement arrivé dans les arcanes du palais d'Itoudi. Embarqué dans une option location d'avion à plus d'1 milliard de francs CFA par mois pour les déplacements du président Paul Biya, ces hommes de confiance trouvent de mieux pour leur chef un cercueil volant de Boeing 767 vieux de 17 ans d'âge, alors baptisé Albatros, du nom de cet oiseau géant de l'écrivain français Charles Baudelaire. Le vol inaugural faillit tourner au drame pour toute la famille présidentielle à bord de cet appareil qui ralliait Paris. Ainsi éclate au grand jour l'affaire Albatros, dont les têtes ne cessent de tomber. Jean-Marie Atang-Nambebara, Jérôme Mendouga et compagnie paieraient donc le prix de leur indélicatesse dans la gestion de cette transaction. C'est de là que seraient parties les enquêtes sur l'achat du premier avion qui emporte Yves-Michel Foto, Marafa Hamidou Yahya et bien d'autres. Dans les mises en scène, l'ancien Premier ministre Ephraim Inoni aurait joué dans les 2 feuilletons,
pour avoir été à l'époque des faits adjoint de Marafa Hamidou Yahya, puis Jean-Marie Atangana Bebara au secrétariat général de la présidence de la République. L'oiseau albatros a accouché d'un épervier qui aujourd'hui capture tous les gestionnaires indélicats, y compris Ifrem Inoni, qui avait lancé officiellement cette opération d'assainissement de mœurs publiques au Cameroun en 2004. Et aux yeux d'observateurs de la scène politique camerounaise, le nombre de personnalités incarcérées à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui pourrait constituer tout un gouvernement, notamment avec l'arrivée lundi dernier de l'ex-premier ministre Inoni Ephraim et de l'ancien ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Marafa Hamidou Yahya. Le gouvernement de Kondengui avec Jean-Paul Chouniat. Avec l'arrivée de l'ancien premier ministre à la prison centrale de Yaoundé, le gouvernement de Kondengui est désormais au grand complet. Au regard du nombre de personnalités incarcérées dans ce pénitencier, c'est toute une architecture gouvernementale avec à l'immeuble Étoile, Chief Thomas Ephraim Inoni, dans les ministères de souveraineté, Marafa Hamidou Yahya, qui retrouve son portefeuille de l'administration territoriale et de la décentralisation. À l'économie et finances, l'argentier Polycarpe Abba, Urbain Olangena Wono continue de gérer les fonds du SIDA au ministère de la Santé publique. Monchipou Seydou reste le patron des postes et télécommunications. Alphonse Yamsio, ministre de l'eau et l'énergie, même si incarcéré à Douala, a en charge de préserver le pénitencier des délestages d'électricité et les pénuries d'eau. En l'absence de Catherine Abena, secrétaire d'État aux enseignements secondaires, Amana Dama s'occupe de toutes les questions d'éducation. Jérôme Mendouga, ancien ambassadeur du Cameroun à Washington, tient le département des relations extérieures. Pierre Désiré Ngo, ancien directeur général de la CNPS, est à l'aise au ministère des Affaires sociales. L'homme d'affaires Yves-Michel Foto rejoint le ministère des Transports avec droit de regard sur Camerco que pilote Paul Ngamo Amani, l'administrateur provisoire. Zacharias Fordindam, le boss du chantier naval et industriel du Cameroun, prend en main le ministère des Mines et du Développement technologique. Gilles Roger Belinga de la SIC à l'urbanisme et à l'habitat. Gérard Ondondon du FECOM au domaine et affaires foncières. En attendant la capture de Dieudonné Ambassazan, Roger Ntongo Ngene des aéroports du Cameroun dirige le ministère des Travaux publics. Parmi les détenus, 3 avocats avec profil de l'emploi pour les questions judiciaires. Maître Lydienne Eyoum comme garde des Sceaux, Maître Abosso le ministre délégué et Célestin Balengma, secrétaire d'État en charge de l'administration pénitentiaire. Même si la République de Kondengui est sans président, l'on note cependant la présence de Jean-Marie Atangana Bebara au poste de secrétaire général de la présidence, Titus Edouard, directeur du cabinet civil, et le colonel Edouard Etonde Koto, chef d'état-major des armées. Pour des observateurs, le fait est inédit dans le monde. Des hauts commis de l'État, des ministres et secrétaires d'État, directeurs généraux et assimilés d'une même famille politique, le RDPC, emprisonnés pour leurs écarts de gestion de la fortune publique. Le gouvernement de Kondengui, peint par Jean-Paul Chouniat. Les ordinateurs... Henriette, bonjour. C'est Albert. Voilà, ce matin, vous planchez sur l'argent du pétrole. Oui, à la faveur de cette affaire Albatros, cette affaire qui a vu sortir des caisses de la SNH des dizaines de milliards de francs, on peut quand même s'interroger d'abord pour la durée de cette affaire. Pourquoi le chef de l'État n'a-t-il pas réagi tout de suite lorsqu'il a vu qu'il n'y avait pas d'avion ou qu'il y a eu ce fameux Albatros qui a failli lui coûter la vie? Pourquoi n'a-t-il pas réagi tout de suite pour stopper la gabegie et ramener cet argent? La chose importante en ce qui concerne l'Albatros et cette affaire, c'est de se demander au fond à quoi sert l'argent du pétrole. Parce que cet argent du pétrole va à des opérations de prestige. C'est vrai que l'ancien avion, le Pélican, du premier chef de l'État n'était plus dans les normes de sécurité modernes. Mais alors, est-ce qu'il fallait vraiment un avion pour le chef de l'État alors que nous étions dans une période de crise grave? Nous sommes étouffés, l'école n'est pas gratuite, les médicaments ne sont pas gratuits à l'hôpital, tout coûte cher, on manque de routes, on manque d'infrastructures et il faut acheter absolument un jet pour le confort du chef de l'État. Quand est-ce qu'on va arriver à partager les sacrifices lorsque le pays va mal? Que ce soit du sommet de l'État jusqu'à la dernière échelle, à la dernière marche, il faut absolument que le peuple camerounais fasse bloc lorsque nous sommes en crise
pour qu'on partage aussi les sacrifices. L'affaire de cet avion, c'est comme si la SNH, l'argent du pétrole, c'est l'argent de poche qui peut aller à gauche, à droite, où on ne rend pas compte, où il n'y a pas de transparence. Et il ne faut pas oublier que lorsqu'on a des ressources comme celle-là, il faut penser aux générations futures. Déjà, le pays est endetté au point où nos petits-enfants auront à payer la dette. Et si l'argent du pétrole est utilisé n'importe comment, alors qu'on demande de plus en plus aux pays producteurs de pétrole, pour la bonne gouvernance et pour l'avenir de leur pays, de réserver ces ressources pour que les générations futures puissent aussi en jouir lorsque peut-être nos puits seront vides. L'affaire de l'Albatros cristallise tout ce qui s'est passé au début des années 90, lorsque l'opposition politique est revenue à la légalité et lorsqu'on a vu des masses affluer dans les partis de l'opposition, justement parce qu'il y avait ce sentiment d'injustice, ce sentiment où les inégalités se sont creusées. Elles se sont tellement creusées que les gens attendaient une bouffée d'air, un changement. Nous sommes aujourd'hui, 21 ans après, à constater qu'on n'a pas bougé d'un iota. Et le code électoral qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale pose le problème de la radicalisation de l'opposition. Et on va arriver à une radicalisation de l'opposition qui va être nourrie par tout ce qui se passe, l'opération Épervier, la politique de casino, où on a joué avec les milliards des Camerounais, sans qu'à aucun moment, et nous étions en pleine crise, nous ne sommes d'ailleurs toujours pas sortis de la crise, il n'y a pas de plein emploi pour les jeunes, en pleine crise, il y a des gens qui se sont enrichis. Donc cette opération Épervier, cet élément qui cristallise aujourd'hui tous les débats, pourquoi l'argent est sorti de la SNH n'est jamais arrivé. Au fond, le président avait-il vraiment besoin d'un jet privé lorsque son peuple crie famine, lorsque son peuple ne peut pas se soigner? C'est une question morale qu'il faudrait poser. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser, Henriette. Est-ce que le président de la République, Paul Biya, écoute vraiment le peuple camerounais? J'ai l'impression qu'il est coupé, que tous ces grands ministres et tout lui racontaient tout et n'importe quoi. J'ai lu par exemple la lettre de Albert Zonga, qui l'a d'ailleurs conduit dans les locaux des renseignements généraux, alors que c'est un citoyen qui a le droit d'exercer ses libertés civiques, et où il dit que ce code, qui va encore une fois verrouiller le processus électoral, contrairement à ce qui a été annoncé en début d'année, peut être porteur de germes de désordre. Donc il faut vraiment qu'on voit si on veut aller vers un avenir radieux ou si on veut continuer à poser des blocages là où ça peut péter un jour. Mais une chose est sûre, depuis 20 ans, depuis 25 ans, ceux qui ont servi le président Biya se retrouvent pour la plus grande majorité en prison. Et il y en a encore dehors. Mais on ne ressent pas un changement, on ne sent pas une volonté politique de la part du président. Déjà vendredi dernier, c'est le code qui passait difficilement à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que le président a définitivement abandonné son peuple? Moi, je crois que le président devrait au moins faire une déclaration sur cette opération Épervier qui prouve que pendant une vingtaine d'années, les gens se sont enrichis honteusement en vidant le trésor public. Et ça, c'est une faute lourde et une faute grave. Et pourquoi les a-t-on laissés en liberté? Il y a des gens aujourd'hui qui sont au tribunal pour des choses qui ont été commises 10 ans auparavant. On a laissé les gens, on dit on va arrêter un tel, on va arrêter un tel. Le temps de planquer son argent, le temps de brouiller les pistes, le temps de faire ce qu'on veut. Puis quand on arrive au tribunal, on voit que ces personnes ridiculisent les juges en leur disant que les dossiers étaient mal ficelés. Parce qu'entre le moment où le dossier est fait et le moment où la personne est traduite en justice, il peut se passer 10 ans. Donc je crois que le président de la République doit faire une déclaration. C'est inédit que dans un pays, autant de directeurs généraux, de ministres soient en prison avec des dossiers qui ont été déposés du contrôle supérieur de l'État, qui ont été déposés à la présidence et qui n'ont pas connu de suite pendant des années. Il a fallu que les partenaires au développement et les bailleurs de fonds internationaux insistent pour dire qu'il y a besoin d'assainir les finances publiques au Cameroun et qu'on ramasse le trophée de la corruption 2 fois de suite par Transparency International. Bien voilà, sortons de ce sujet pour embrasser un autre. Roger Mila, l'ancienne gloire du foot